moi, c'est Lolita Bonillo. Je viens tout juste d'arriver chez le groupe Seuil. Et je suis en charge donc de la communication et des réseaux sociaux. Et aussi une petite partie du graphisme sur les projets. Donc c'est aussi pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Audric Botzen, je dirige la société de promotion immobilière innovante. Et donc je suis heureux d'être avec vous aussi. Donc Philippe Gonsalves, co-gérant, architecte à l'origine. Voilà, et Leslie Gonsalves, cofondatrice donc, de Seuil Architecture, Oun Ingénierie et Lab Réalisation. Donc l'idée c'était plutôt effectivement d'être en échange avec vous et puis en fait qu'on puisse vous faire un retour de ce pourquoi on est là aujourd'hui avec toute l'équipe. Donc sur ce site sur lequel on était aussi en maîtrise d'œuvre. Donc c'était aussi important qu'on se retrouve nous ici. On est là parce que on a une accélération en fait de nos ambitions qu'on a souhaité traduire par des moyens en face. Parce que vous le savez, pour la plupart qui nous suivent déjà depuis quelques temps, on est engagé depuis pas mal d'années dans une transition, on va dire écologique, si on reprend les termes d'aujourd'hui, mais en tout cas dans une volonté de faire autrement, de changer de paradigme, et surtout avec une vraie réalité de terrain, d'expérience, d'expertise, au travers les années de projets en tant qu'architecte sur lesquels on a pu participer. Et on a eu la chance ces dernières années, en plus d'avoir certains retours, on va dire, médias ou prix nationaux ou internationaux qui ont un peu assis aussi ce parcours-là. Et sauf que quand on a les pieds dedans, les mains et tout ce qui va après, en fait on se retrouve de plus en plus alerte et de plus en plus conscient de tout ce qui reste encore à faire. Et donc ça nous va pas de rester, de maintenir notre cap. On a souhaité passer vraiment l'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une structure pour aller vers ça. Et cette remise en question a amené à effectivement créer les entités que Leslie a citées tout à l'heure, autour d'une activité d'ingénierie qui vient graviter autour des compétences de base de l'architecture. On parlera tout à l'heure un peu de plus ou moins précisément ce qu'on y fait. Et encore plus loin, autour de la promotion immobilière pour être en fait nos propres maîtres d'ouvrage, pour aller jusqu'au bout des projets et ne plus avoir à subir le modèle aujourd'hui de l'acte de bâtir, notamment la partie promotion privée dont on parle, sur lequel qui a aujourd'hui un impact énorme dans la manière de faire nos territoires, puisque la grande majorité du territoire est gérée par le privé, puisqu'on a malheureusement, ou en tout cas la situation est comme ça, on a des pouvoirs publics qui n'ont plus de maîtrise particulière de la manière dont leur territoire se transforme, ou très très peu, au travers de quelques actes qu'ils maîtrisent, mais c'est une minorité dans l'aménagement de leur territoire. C'est essentiellement des terrains diffus ou des opportunités privées qui font que la ville se régénère plus ou moins bien. Et force est de constater que ce modèle-là qui est en place ne nous satisfait pas du tout, et en tout cas ne répond pas du tout aux enjeux qui sont devant nous pour notre survie, et surtout celle de nos générations, dans cette accélération, bouleversement climatique et réchauffement, bilan carbone, etc. Et donc on fait le pari, au lieu de râler et de reporter les excuses sur les autres, on fait le pari que nous on peut changer les choses. Et pour changer les choses, on repart d'une feuille blanche. Et c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, le luxe de cette innocence, entre guillemets, pour poser toutes les questions qui fâchent et réécrire ce qui nous semble être la bonne vision de l'acte de construire, de ce type d'intervention, avec malgré tout le bagage, effectivement, et tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, en plus, avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire qui est très riche, c'est 23 collaborateurs aujourd'hui, au total,
Et ça pousse encore. On va être sur un 25 d'ici encore quelques mois. Donc on est vraiment en poussée très très importante là-dessus. Et au fur et à mesure, en plus, en attirant des gens qui viennent chez nous, parce qu'en plus il y a cette fibre, cette volonté de participer à cette aventure-là. Et donc ça ne fait qu'accélérer notre implication. Donc Audric vous expliquera un peu plus précisément de quelle manière en fait on réinvente le modèle, mais pour vous la faire courte, et puis après Leslie pourra expliquer un peu plus en détail comment ça s'articule, mais on a à la fois dans le management transversal de projet autour de l'acte de bâtir, pour nous une répartition en fait des risques, des valeurs et des richesses qui est complètement disproportionnée dans le modèle actuel. Où aujourd'hui le promoteur est quasiment seul chef d'orchestre. Il est en tête de proue et il n'a pas forcément les responsabilités, en tout cas, ou les prises de risque qu'il devrait prendre. Et en plus de ça, il a aujourd'hui une capacité à récupérer la plus grande majorité de la plus-value, on va dire, financière du projet, au détriment du reste des acteurs et surtout au détriment des futurs acquéreurs, futurs habitants et au détriment de la planète tout court, puisque on construit de manière assez dégueulasse. Et donc une des grosses ambitions, c'est effectivement de remettre ça sur la table et de voir comment ces compétences, cette richesse, ce savoir-faire peut être mieux réparti sur la chaîne jusqu'à l'habitant final. En proposant bien sûr une meilleure qualité de projet. Donc c'est là que l'écosystème qui est créé au travers de l'architecture, l'ingénierie et puis du coup l'outil pour passer à l'acte a tout son sens, et c'est cette force-là qui nous force à croire qu'on peut aller au bout. Et on a pour objectif d'aller encore plus loin, puisqu'on se lance dans une opération de levée de fonds qui va nous permettre de encore plus structurer les choses et en tout cas d'être beaucoup plus engagé assez rapidement. Alors peut-être pour vous donner quelques éclairages, parce que là on parle de choses, mais pour que ce soit moins abstrait, avec quelques projets. Donc on a démarré en 2005, on avait des projets où finalement on faisait une architecture bioclimatique appliquée sans trop en parler, c'était pas très mode. On travaillait sur la question de la surventilation, les orientations, le paysage, l'intégration de l'usage. Et puis, en 2013, on a eu le coup de cœur, on a eu finalement le bouleversement de travailler pour Abricop, qui est de l'habitat participatif, coopératif, pour qui on a construit pour 17 familles. On a co-construit avec eux l'ensemble du projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui a la cartoucherie, qui est démonstrateur, qui a reçu des prix, effectivement, qui en fait touche l'ensemble de la chaîne systémique que l'on a mis en place, que ce soit sur la partie environnementale, avec le fond de chaleur, le traitement de ces façades en partie en bois, avec des matériaux de qualité comme le marmoléum au sol, de la peinture propre, mais aussi la co-construction. On a fait l'ensemble de ces logements 100% sur mesure, donc aucun logement n'est pareil. On a vu l'ensemble des habitants un, par famille, mais aussi on a co-conçu de manière collective, avec bienveillance et respect l'opération. Et en fait, ces deux éléments, pour nous, que ce soit l'écosystème, le végétal, l'environnement, et que ce soit la partie co-construction, développent vraiment une force vers l'innovation. Et cette innovation, aujourd'hui, on l'a développée haut et fort, et je vais vous l'esquisser rapidement. Et par rapport à cette idée, l'innovation, c'est aussi aller vers le beau, l'épuré, l'architecture, l'esthétique, donc on ne l'oublie pas. Et c'est aussi partager, donner et offrir aux autres des connaissances que l'on a dans le fait qu'on participe, par exemple, au réseau de la frugalité heureuse, ou qu'on donne des heures pour Envirobat, pour développer des sujets qui nous semblent pertinents. Le deuxième projet qui a été fondateur, c'est l'usine ARM à Pujaudran, qui est une usine à énergie positive faite en bois avec 3000 bottes de paille locale. De la géothermie, on a travaillé avec des ateliers participatifs, à la fois en petit comité de pilotage et avec l'ensemble des membres de l'usine.
Et aujourd'hui, de cette opération, on a eu la chance et la visibilité de démontrer que ces projets étaient porteurs, puisque des prix locaux, des prix nationaux et un prix international bas carbone. Et on est attendu le mois prochain à Paris pour aussi un prix que l'on va recevoir sur cette opération. Ces 2 opérations nous ont démontré qu'on pouvait, si on embarque avec nous les usagers, que ce soit pour habiter et vivre ou pour le process comme dans une usine, on se rend compte finalement qu'on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on prend les risques ensemble et que du coup on est dans une obligation de résultat, c'est vrai, mais qu'on va aller plus loin dans l'innovation et la recherche. Aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui sont dans la même logique et on a développé à travers une ingénierie des métiers alternatifs que l'on faisait chez Seuil Architecture mais que l'on a voulu structurer, notamment l'AMU, assistant à maîtrise d'usage. Et donc l'objectif, c'est bien de co-concevoir avec les habitants ou les usagers sur la base de process. Un exemple, on est en train de réaliser, on l'a réalisé déjà, tout un mode participatif pour co-concevoir une programmation avec les usagers sous la forme d'ateliers. Ça nous permet de développer le process, de développer un schéma fonctionnel, de le transmettre ensuite chez Seuil Architecture. L'architecte prend le relais sur le projet et petit à petit, par des systèmes d'itération, soit en petit comité de pilotage, soit avec l'ensemble de l'équipe, on développe en fait un outil de production pour eux efficace. On a aussi développé des compétences grâce à tout cela sur les écomatériaux. Donc ça, c'est un point qui est fondamental pour nous. On est notamment sur l'opération en co-traitance sur le projet Wood Art à la cartoucherie, 76% en bois. C'est un projet démonstrateur qui a une énorme visibilité au niveau national et qui est une opération en clair de construction grande hauteur en bois pour un ensemble immobilier constitué de commerces, de logements et d'un hôtel. À travers ces démonstrations-là, c'est de aussi faire le pari que l'on peut construire différemment qu'avec le béton. Nous, le béton, c'est un matériau que l'on trouve exceptionnel parce qu'il a des qualités de portance, des qualités de matière, de rapidité, d'économie. Mais aujourd'hui, c'est un matériau qui est polluant avec le ciment. C'est un matériau qui utilise une ressource qui est le sable, qui est une ressource qui est la deuxième ressource la plus exploitée dans le monde, après l'eau. Et donc, il faut trouver des alternatives. Et le béton, il faut le mettre au bon endroit. Et donc, c'est pour ça que l'on souhaite avoir recours à des matériaux alternatifs tels que le bois, la paille, le chanvre, la laine de mouton, la terre crue et bien sûr de penser aussi à toutes les matières qui préexistent dans les bâtiments existants. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé dernièrement à la matière de réemploi. On réalise notamment chez Una Ingénierie des diagnostics ressources. Donc en fait, on va par exemple, on travaille en ce moment sur un projet de 2 bâtiments en bois, paille, terre crue, pierre locale pour le lycée Bourdelle à Montauban. Et sur ce lycée, il y a un bâtiment existant et on a fait un diagnostic ressources. Et à travers ce diagnostic, on voit est-ce qu'on peut récupérer les portes ? Est-ce qu'on peut récupérer de la faïence? Est-ce qu'on peut récupérer du placo, des éléments de structure? Et tous ces matériaux-là, derrière, on a plusieurs opportunités, soit de les réintroduire dans le bâtiment futur, s'il y a notamment des éléments structurants qui nous semblent intéressants et pertinents. On peut aussi le réintroduire dans la chaîne de valeur et revendre par des réseaux au moment de la déconstruction, mais l'ensemble des éléments que l'on déconstruit et qu'on a déterminés et qui va apporter un coût aussi au maître d'ouvrage, c'est-à-dire que finalement la déconstruction va lui coûter un petit peu plus cher, mais finalement il va gagner un petit peu par le fait de vendre ces matériaux-là. Et puis il y a aussi des opérations qui se font où au moment de la déconstruction, mais c'est comme un grand marché vide-grenier et les gens viennent chercher ce dont ils ont besoin sous la forme aussi d'un catalogue qui est fait et on va leur dire voilà, on va vous déposer par exemple cet évier et vous allez pouvoir le réutiliser. Donc ça, on pense que là-dedans, tout en gardant la qualité architecturale, l'esthétique, voilà, tout ça, ça reste bien ancré. Mais pour nous, c'est avec la réhabilitation très inspirant et la suite à venir.
Adossé à ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on est en train de développer tout le pôle environnemental pour se questionner sur les déchets à grande échelle, la question de l'eau, de l'alimentaire. Moi, je suis fille d'agriculteur, donc il faudra peut-être pour la passation que je passe aussi, que je me professionnalise là-dedans. Et en fait, on ne peut pas ne pas réfléchir à cette autonomie générale pour les villes de demain. On a également chez Unajury après des missions complémentaires telles que le suivi de chantier, l'OPC, etc. Et c'est aussi au travers, en 2020, à la suite du Covid, qu'avec Philippe, on a réalisé une tribune qu'Agnès avait diffusée, une tribune, une lettre ouverte qu'on avait écrite à nos enfants, qui aujourd'hui ont 17 ans et 14 ans. Et en fait, entre-temps, on a eu un petit bébé, voilà, qui a 5 mois. Donc ça nous met une encore plus grosse claque. Et on s'adressait à eux et on leur décrivait le monde qu'on imaginait, ce monde un peu exemplaire qu'on pouvait projeter en 2035. Et on s'est dit, en fait, si on veut vraiment se donner les moyens, il faut qu'on soit maître d'ouvrage. Il faut aussi qu'on fasse nos propres programmes. Ce n'est pas des programmes qui sont limités au logement, parce qu'on a déjà fait, Audric en parlera peut-être, une proposition pour une usine sur Paris. On est amené à aller à Angers, voilà. En tout cas, c'est de pouvoir se donner les moyens de nos ambitions, qui sont des ambitions finalement pour nous tous. Voilà. Ce n'est pas des ambitions que l'on veut partager. Et en fait, on se dit, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire de l'architecture, on sait faire de la construction, mais c'est à cet endroit-là qu'on se met, parce qu'on se dit, c'est là qu'on est efficace. Audric? Juste une question. Les compétences d'ingénierie, c'est à destination de qui? Vous les mettez à... Alors, c'est une très bonne question. Merci Agnès. Par rapport à l'ingénierie, d'abord, dans un premier temps, ça a servi Seuil Architecture en interne. Mais aujourd'hui, Unaingénierie est autonome et en fait, elle répond elle-même à des marchés. Donc, ça, des collectivités, des bailleurs sociaux, des aménageurs. En fait, on a été amené à faire, par exemple, sur la ZAC de Malpère, un diagnostic ressources pour un bâtiment qui allait être démoli et voir en fait tout ce qui existait pour que les architectes, une fois qu'ils allaient arriver sur la... Donc, on n'était pas du tout dedans, et la possibilité de réintroduire au sein de leurs opérations également les éléments qu'il y avait sur le site. Alors, non, c'est tout récent, ça a 2 ans à peu près, 2 ans que ça se structure. Il y a quelques acteurs de ci, de là, mais voilà, la filière est en pleine restructuration, enfin structuration, pas restructuration. Surtout que le diag ressources, c'est bien, c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire qu'on a identifié qu'un bâtiment a du potentiel et que le déchet devient une matière. Mais derrière, il reste encore à lier tous les maillons, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié la ressource, comment on la démonte, qu'est-ce qu'on en fait, quel marché, quelle assurance, voilà, donc tout ça, du coup, oui. C'est en ce sens qu'on participe activement à développer cette filière-là avec la région. Au sein d'Envirobat, où on est un peu meneur sur la question de la ressource pour essayer d'embarquer tout le monde. Et c'est pas le métier des spécialistes de la déconstruction? Il y a des spécialistes de démolition, pardon, mais voilà, en fait, ils sont démolisseurs. Voilà. En fait, on peut réutiliser de la matière si elle n'est pas devenue un déchet. Ça, c'est très important, c'est que dès le moment où elle franchit et qu'elle est dans la benne, on ne peut plus, au niveau assurantiel, la réintroduire dans le cercle vertueux de la construction. Donc pour nous, c'est très important en amont de travailler pour que finalement cette matière reste dans le circuit. Et il y a énormément d'avancées qui sont en train d'être faites avec des gens qui travaillent sur les points juridiques. En 2020, il y a eu une énorme avancée sur ce diagnostic ressources et matières. Et effectivement, on est en train, notamment avec les membres de Unaingénierie, qui travaillent sur la matériothèque et qui travaillent sur les matériaux biosourcés, géosourcés et remploi, à offrir en fait un petit peu de notre dynamisme au sein de notamment d'Envirobat pour créer les filières et en fait pour que nous derrière on puisse en profiter aussi et faire en sorte que ça fonctionne. Je sais pas, ça fait pas trop un lien, une transition pour la réalisation. Voilà, bon, moi je reprends la suite. Donc si je reprends un petit peu ce que la SIA a dit au niveau de repenser la ville de demain
et ce que Philippe a dit aussi au niveau de la page blanche, on retourne un petit peu à l'essence même de la réflexion, c'est au rêve et au pourquoi. On a tous dans nos structures une ambition et un choix, un rêve, un parti pris de se dire que demain on voudrait des villes plus résilientes, plus autonomes en alimentation, plus autonomes en énergie, avec plus de bien-être, plus d'entraide entre les gens. Et aujourd'hui, on est sur un système, un fonctionnement un peu capitaliste, basé un peu sur le financier. Et on voulait essayer de mettre en cohérence et ne pas être en affrontement avec cette dynamique, mais être justement en symbiose avec elle, avec le marché, avec l'économie, et se dire aujourd'hui comment on peut gagner de l'argent, comment on peut créer une économie tout en régénérant la planète et en créant du bien-être. C'est la page blanche. Donc on est à là. Comment on fait aujourd'hui? Quels moyens on se donne pour réussir à faire ça pour demain? Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui le veulent, il y a plein de gens qui essayent. Nous, on est une pierre à l'édifice qui essaye de donner aussi une petite action ou même des espoirs là-dedans et d'essayer de montrer un chemin, d'innover dans ce sens. Et on se retrouve avec donc une société d'architecture qui essaye de concevoir, de développer, d'innover en intégrant tous ces besoins qui sont pour nous fondamentaux pour nos générations futures et qui essaye de justement développer des nouvelles façons, de pousser les limites, de sortir un petit peu des sentiers battus pour trouver des solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui. On se retrouve aussi avec une société d'ingénierie qui gère du chantier, qui fait de la transition écologique, de l'AMU, qui elle aussi innove dans son domaine, essaie de trouver des nouvelles solutions qui sont économiques, qui sont écologiques, qui sont régénératives, qui sont sur le bien-être, le partage. Et bien sûr, tôt ou tard, il nous fallait une solution pour pouvoir maintenant initier, piloter et créer cette dynamique. Parce qu'il y a toujours cette facette financière qui est importante de prendre et d'être en synergie avec. Donc on a créé la promotion immobilière, Lab Réalisation, qui a aujourd'hui 7 mois d'existence. Et pourquoi on fait aujourd'hui cette conférence de presse? C'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas encore eu le temps de nous poser clairement, qu'on est sollicité de toutes parts. Par plein d'acteurs, par des communautés de communes, par des collectivités, par des acteurs privés. On ne fait même plus de prospection foncière. On a des gens qui viennent vers nous pour nous dire « Vous essayez de faire autrement, nous aussi on voudrait, comment on fait? Comment on fait ensemble ?» Et la question a été maintenant comment nous on réussit à donner un outil de promotion immobilière qui nous permet de mettre en action l'architecture innovante, l'AMU, la transition écologique, le chantier innovant. Et comment nous, on innove dans ce domaine d'immobilier qui date de 50 ans, qui sont toujours sur les mêmes principes, sur le même fonctionnement, qui aujourd'hui évolue par réglementation, par contrainte environnementale, qui s'adapte plus qu'elle évolue. Et nous, on a décidé de mettre cette page blanche et de changer ce modèle sans se caler sur le modèle actuel. Alors bien sûr, on est sur les mêmes outils, parce qu'on essaie des outils de VFA, de VIR, des outils réglementaires, mais on s'adapte de notre façon. Donc on a travaillé sur le modèle du biomimétisme, donc le modèle de la nature, en écosystème. L'écosystème, donc la nature a pris des milliers d'années, des millions d'années pour créer des systèmes complexes qui sont en synergie, qui ne créent pas de déchets, qui revalorisent tout. Et on est parti de cette façon de penser en se disant on va travailler nos sociétés comme des écosystèmes qui s'entraideront, qui s'alimenteront et qui permettront de pousser nos ambitions toujours dans une voie, essayer de changer les choses. Donc on a revu notre façon de financer, on a revu notre façon d'interagir, on a retravaillé le modèle et on a clairement pour ambition aujourd'hui de changer le modèle de la promotion immobilière qui est pour nous aujourd'hui l'acte de bâtir et de poser une construction sur un terrain. Nous, ça ne nous suffit plus aujourd'hui, c'est une promotion territoriale. Le terrain fait partie intégrante de la vie du territoire. C'est plus juste un bâtiment sur un territoire, c'est un échange entre la biodiversité, entre le paysage, entre le bien-être, les usages, le bâtiment, la construction. C'est tout un écosystème aussi qui se fait à l'échelle du terrain, de l'hameau, de la ville
et qui nous permettront de développer justement toute cette autonomie alimentaire, cette autonomie en énergie, en utilisant toutes les innovations dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui tous les domaines innovent à leur échelle et c'est très rare qu'on réussisse à tout rassembler autour d'un projet. Donc aujourd'hui on a pris le parti de mettre tout le monde autour de la table, dès l'amont des projets, des écologues, des paysagistes, des sociologues, tous les corps de métier, on les interagit dans un même choix et tout ça a été, on va dire, cristallisé autour d'un pôle de recherche et développement qu'on met en place, qui est au centre de tous ces écosystèmes où en permanence on crée de la matière dans toutes les entités, on les cristallise et on les utilise, on les remplit, on les confronte, on les teste et on n'a pas peur, on y va, parce que si on ne le fait pas, on se dit que personne ne va le faire. Donc nous aussi on essaye de le faire en espérant que plein de monde le feront aussi. Et ce pôle de recherche, il existe. On l'a créé en 2012. Il a été plus ou moins en jachère, mais ces dernières années, on a travaillé notamment avec le laboratoire Bonheur, avec un S à la fin. Ils sont à Cergy-Pontoise. C'est Béatrice Mébillon et Laurent Janin, qui sont surtout spécialistes dans l'enseignement. On a travaillé avec eux les lieux apprenants, on a travaillé avec eux sur nos travaux et on a fait une itération justement pour monter en compétence sur cette partie d'assistance à maîtrise d'usage. Et prochainement, on va faire un travail sur un collège, le collège de Castelnau-d'Estrettefond, avec qui ce pôle va nous suivre. Donc c'est très actif, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, on travaille sur ces schémas justement pour s'alimenter, s'enrichir en permanence, toujours être un petit peu au niveau, essayer de tester. Et on se lance, ça y est, on y va. Donc voilà pourquoi cette conférence de presse, parce qu'on veut dire haut et fort à tout le monde que nous, on va tenter le coup, on va prendre les risques qu'il faut pour le faire, on va aller essayer de changer ce monde un petit peu de façon plus vertueuse, mais de façon économique aussi. Donc aujourd'hui, sur la labellisation, on a pu remporter une première étape de concours sur Angers, c'est-à-dire qu'on a été en concurrence avec 39 promoteurs, on a été retenu parmi un lot, donc là on est sur un lot en compétition avec 2 autres promoteurs. Sachant qu'on a fait un modèle, on va dire un modèle de proposition de candidature totalement hors norme, qui diffère complètement de tout ce qui peut se faire en promotion immobilière, avec une équipe de 15 personnes, tous engagés sur l'éco-responsabilité, sur le solidaire, avec vraiment des schémas, des sociétés qui sont atypiques. Et ça a vraiment plu à l'aménageur de Angers. Donc même des Toulousains sont arrivés à Angers pour lancer un nouveau challenge sur un lot. Alors là, on est encore en compétition, on est sur la 2e phase, oui. On remet le projet en novembre. C'est ça. C'est pour des logements, c'est ça. C'est 35 logements. 35. 35 logements. Avec des hautes ambitions, donc ossature bois-paille, mais on n'en dit pas plus. On vous couperait ça. Non, effectivement. Alors on a... Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, c'est vraiment un projet qui va être démonstrateur, dans le sens où toutes les planètes s'alignent. On a effectivement été approché par la SEM, alors que même, effectivement, on n'avait pas de projet concret à montrer en tant que promoteur, architecte, effectivement, des références, mais donc ils ont été séduits par l'approche, ils nous ont attribué ce lot en concours, donc en concurrence effectivement avec 2 autres. Et là, on a une attendue très très forte de la SEM sur l'ambition globale de cette ZAC. Une équipe, comme l'a dit Audric, autour de nous, qu'on a constituée avec des partenaires locaux qui sont formidables. Une grosse équipe pluridisciplinaire avec des gros spécialistes et des gens très engagés sur toutes leurs questions respectives. Ça va jusqu'au même géobiologue, donc voilà, on va très loin. Et en plus de ça, c'est du neuf, entre guillemets, donc il y a une liberté d'aller au bout. On est sur un projet de taille moyenne, donc on peut là aussi s'affranchir de certaines contraintes réglementaires particulières
Si je prends par exemple l'exemple de Woodart, dans lequel on s'arrache les cheveux pour aller jusqu'au bout de ce truc-là parce qu'on cumule toutes les contraintes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Et donc, ça nous permet d'aller au-delà des règles, en tout cas que ça ne soit pas une barrière et qu'au contraire, on pose les choses différemment, quoi. Donc ça sera un beau projet démonstrateur dans quelques mois. On espère vous le donner, montrer. Bon, c'est vrai qu'on a 7 mois, mais on a déjà quand même un programme qu'on lance qui est parti en commercialisation cette semaine, donc qui est du coup sur l'un des enjeux de la réalisation, c'est-à-dire construire la ville sur la ville, la réhabilitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de logements vacants, des friches, et c'est l'un des premiers enjeux de notre combat. Pourquoi aller construire du neuf si aujourd'hui on peut réinsérer, refaire vivre ce qui a été abandonné? Donc aujourd'hui, on réhabilite une ancienne magnanerie, donc du verre à soie, qui a été aussi une mairie, qui a été aussi une salle de fête à Pompertusa, à côté de Castanet. Donc je vais vous proposer la plaquette. Comme on aime, vous avez compris, innover, on s'est permis de mettre un peu plus d'humain dans le commercial immobilier. Donc on a fait un petit dépliant qui raconte une petite histoire qu'on donne aussi à nos commercialisateurs. Pour raconter un petit peu pourquoi on fait tout ça. Et avec des innovations aussi un petit peu, en impliquant tout de suite au niveau des réservations les gens pour pouvoir créer des modifications et impliquer aussi directement au niveau participatif toutes les personnes qui sont sur le projet. Nos commercialisateurs sont en amont aussi, c'est-à-dire qu'on les intègre dès le début de la conception pour que les gens qui parlent de nos projets ont visité, nous connaissent, soient en corrélation en permanence avec nous, avec bien sûr des écologues qui sont venus sur le terrain, et toute cette chaîne qu'on déroule, et en créant toujours ce process en permanence avec nos sociétés diverses et avec nos acteurs, nos partenaires. Et on a la chance aujourd'hui d'être soutenu par pas mal de gros partenaires, que ce soit financiers, que ce soit sur de la maîtrise d'œuvre ou autre. On a cette chance aujourd'hui que notre discours parle aux gens. Je pense que ça parle parce qu'aujourd'hui, nous, on a cette conviction réelle, c'est-à-dire qu'on y croit dur comme fer, on pense qu'aujourd'hui, on peut changer les choses. Et si on a la volonté de changer les choses, on se doit de le faire aujourd'hui, parce qu'on a certaines compétences qu'on doit mettre en avant pour essayer vraiment de créer cet espace, cet univers qu'on souhaite pour nos enfants. Par rapport au projet, là, à Angers, par exemple, sur la partie financière, etc., c'est pas facile. Comment vous avez pu défendre votre... Alors c'est vrai que c'est assez atypique, comme je vous l'ai dit. On est tout jeune, on n'a pas aujourd'hui les fonds des gros promoteurs, mais notre discours parle énormément à plein de gens, dont un gros financeur aujourd'hui qui est l'un des plus gros de France et qui croit dur comme fer en nous et qui aujourd'hui s'est engagé à nous financer sur fonds propres tous nos investissements tant qu'ils sont toujours dans la veine de notre démarche. C'est côté banque ou Investisseur. Investisseur privé, mais vous avez raison, c'est le cœur du sujet, parce que dans cette ambition-là, si on veut changer le résultat en fait, du territoire, si on ne change pas la règle de départ, on n'y arrivera pas. Et dans la règle de départ, je vous cite un exemple très concret, très pratique, c'est que l'ensemble des promoteurs en France et même, je pense, au niveau européen, fonctionnent avec un modèle quasi unique de bilan de promotion. En fait. Ce bilan de promotion, il est impacté par la gestion financière, notamment des banques, qui imposent un niveau de rendement de leur projet, et donc un résultat, un bénéfice, une marge nette en fait, des projets. Sans ce niveau de marge, ils ne financent pas les projets. Et nous, on est allé voir des sièges déjà nationaux de banques en disant qu'il sera hors de question qu'on présente ce type de bilan. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce bilan, en fait, il n'a aucun sens. Notre objectif, c'est pas de présenter un résultat financier, bilan de promotion avec des millions d'euros de côté et construire ce qu'on continue à construire et de voir le monde continuer à péricliter. Il faut que, comme l'a dit Audric, aujourd'hui, ce flux financier, on n'est pas en opposition, on n'est pas, peut-être l'image peut-être
très caricatural du Babacool qui se met en retrait en fait de la société. Donc on considère qu'on est plus sur une idée de passeur, et donc l'idée c'est d'attraper le monde tel qu'il est aujourd'hui, et notamment ce monde financier qui gouverne, et d'essayer de faire la petite cale qui va changer de 2 degrés au départ la démarche, mais qui au bout va faire qu'on est à 360 en fait. Et donc si on arrive à capter ces gens-là qui aujourd'hui ont l'argent, donc ont le pouvoir, tout simplement, de le faire passer sur des orientations qui ont un impact positif sur notre planète, mais on aura tout gagné. Et donc là, effectivement, on a la chance pour l'instant que ce modèle-là est en train de nous suivre. La banque nous voit arriver avec des gros yeux, mais elle est très curieuse, mais pour l'instant, en fait, on n'a pas besoin d'elle, puisque du coup, on a ce financeur-là. Donc je pense que dès lors qu'on va arriver en plus avec des projets réalisés, concrets, ça sera d'autant plus efficace. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est une entreprise, et une entreprise n'a de sens que si elle fait des bénéfices, en tout cas si elle produit une richesse. Sinon, on ne paye pas nos salariés, on ne continue pas à avancer, etc. Donc on n'est pas des philanthropes non plus, ce n'est pas une association ni quoi que ce soit. Néanmoins, l'idée, c'est, encore une fois, de diriger au bon endroit et de manière équilibrée, en fait, cette richesse-là, et surtout d'affecter un maximum de moyens aux enjeux environnementaux, aux usages, à la qualité de la construction. Et donc nos opérations, et notamment par exemple l'enjeu, etc., les éléments nous permettent de dire qu'on arrive à ne pas toucher au prix de vente aujourd'hui du marché, en construisant de manière complètement et radicalement différente et beaucoup plus vertueuse, tant qu'en qualité d'usage, qu'en ambition environnementale, utilisation de biomatériaux, la sanité aussi de matériaux, de l'air, etc. Donc on fait ce pari-là, et les chiffres le déroulent. Voilà, c'est pas qu'une hypothèse, une folie qu'on en a. Ça se matérialise de manière assez concrète. Du coup, cet investisseur privé dont je pense que vous n'avez pas donné le nom, pour l'instant. Il a accepté quelles conditions? Parce qu'on parle souvent Aucune. en termes d'années de rendement. Aucune. Il a accepté d'aller à 10 ans, 15 ans, non? En fait, c'est même pire que ça. C'est ce que disait Audrey, c'est qu'en fait aujourd'hui, il est garant en fonds propres au fil de l'eau de les projets. C'est-à-dire que là, on était le chercher sur ça, en lui disant mais voilà, on est retenu. Enfin non, c'était avant d'être retenu, parce qu'effectivement, on a fait la candidature avec lui pour avoir ce garant-là, en disant voilà, on a envie d'aller sur ce type de sujet, on a zéro garantie financière. Est-ce que ça vous dit banco. On est sur d'autres opérations avec eux en ce moment. De la même manière, dès le moment où en fait on arrive avec cette histoire-là et le bagage derrière de l'équipe, ils croient en projet, ils croient en nous, et du coup, et derrière, c'est pas des philanthropes, donc il y a une analyse très fine des bilans, de la véracité des projets, etc. Donc, c'est-à-dire que si eux nous valident le fonctionnement, c'est que voilà, ça a l'air d'être pris au sérieux, quoi. Et vous parlez quand même d'une levée. Ouais, donc effectivement, aujourd'hui, pour démarrer, ça nous va très bien parce qu'on a cette agilité-là avec eux et ça nous permet de démarrer. Sauf que, pareil, encore une fois, on a plutôt des tempéraments à aller toujours encore plus vite et de l'avant. Et donc, ça ne nous suffit pas, notamment en fait, dans le fonctionnement interne de l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Audrey l'a dit, on ne fait aucune recherche foncière et en moins de 7 mois, on est envahi de projets. En termes d'apport uniquement depuis Lab, et effectivement les tailles augmentent, on commence à faire rentrer des projets de plus de 4000 ou 5000 m² de bâtiments à restructurer, etc. Donc ça va vite, c'est des chiffres d'affaires qui vont très vite à 10, 15, 20 millions d'euros de travaux déjà. Et donc le retour en fait concret de ce qui est en train de cette émulation qui est en train de se passer, c'est que derrière la cellule opérationnelle entre guillemets de l'écosystème, à savoir les archis, les ingénieurs qui sont derrière, en fait arrive en risque entre guillemets, puisqu'il faut financer toutes ces études, etc. avant que le projet se fasse. Et si aujourd'hui, même si le financier aujourd'hui nous accompagne en fonds propres, il n'est pas là à nous faire des prêts pour financer les études, etc. pour l'instant. Donc notre objectif, c'est de monter en capital effectivement le groupe pour avoir en fait cet équilibre-là et être capable de nous investir pleinement au sein de l'écosystème
pour appuyer ces études-là. Un point aussi important, c'est que en fait, pour arriver à travailler sur toutes ces alternatives, on se forme. Par exemple, pour faire la paille, on a fait une formation pro-paille, qualifiante, on est assuré. Et donc, toutes ces connaissances, il faut qu'on les fasse tourner au sein des équipes. Aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, ou vous le subissez aussi vous-même, les formations n'existent quasiment plus. Et du coup, il faut, nous, on met en place des systèmes de formation en interne et on est en train de développer toute une vision un peu différente de ces connaissances-là, de comment les capitaliser et les transmettre, déjà pour nous, entre nous, et après, derrière, pour les autres. Et on va, dans cette logique-là, être, en tout cas, dans une logique d'être incubateur sur notre territoire toulousain. Notre écosystème a vocation à peut-être se développer ailleurs. On a un ancien collaborateur qui ouvre une cellule à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, ça y est, ça démarre. L'objectif, c'est que d'ici le début d'année prochaine, ils viennent en incubation à Toulouse pendant à peu près entre 4 et 6 mois, qui puissent s'imprégner des projets, de nos process, de l'organisation, sachant que c'est un ancien collaborateur, donc il nous connaît, on porte les mêmes valeurs et nous, on le connaît aussi. Et on est dans cette logique, en fait, de porter ces idées sur des territoires, finalement, dans lesquels on a beaucoup à apprendre pour ne pas se renfermer sur l'idée de dire qu'on sait déjà. En fait, non, on a tout à apprendre, on a à se compléter et on a aussi à créer des synergies d'entraide les uns avec les autres. Et effectivement, dans le modèle de développement qu'on peut imaginer sur ce schéma qu'on a mis en place, c'est effectivement de ne pas être dans une vision du macro-structure en fait, qui continuerait à grossir telle qu'elle est en train de se passer aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment en fait, de rester très agile, de rester sur une taille aussi de management très transversale, très familiale, etc., tel qu'on sait le faire et qui nous ressemble, et donc de plutôt en fait dupliquer le modèle, c'est-à-dire l'écosystème complet, donc à travers les compétences architecture, ingénierie et promotion, le tout réuni, puis avec l'entité en fait qui amène aussi un service à tout ça, parce qu'on parle de 3 sociétés, mais en fait il y en a 4 dans la réalité, parce qu'il y a une 4e qui amène tout le service compta, administratif, RH, communication, comme Lolita, etc., qui est au service de l'ensemble des sociétés. Et donc ça, l'idée, c'est de le dupliquer sur des territoires en fonction des opportunités, de projets, de rencontres, etc. Et donc de mailler en fait le territoire, de pouvoir répondre à ce que dit Leslie, c'est un ancrage territorial important qui nous permet de refaire monter de la matière en termes de connaissances régionales, matériaux, climat, réseau, etc. Et de pouvoir être aussi un système d'entraide, de coopération, de réseau à l'échelle de l'ensemble ensuite du territoire pour pouvoir en fait donner de la matière, échanger de la formation, échanger de projets, etc. Donc elle a cité effectivement l'île de la Réunion qui ça y est opérationnelle, se monte. Et en parallèle, il y aura aussi début d'année une antenne Héros qui est en train de se mettre en place. Donc sur Nîmes ou Alès, on est encore en train de voir, mais pareil, qui est attaché en fait à des projets qui sont, ça y est, lancés pour nous là-bas, de très très beaux projets et qui nous permettent d'avoir l'opportunité de planter une petite pierre, d'avoir quelqu'un sur place, une cellule sur place et qui va développer le reste des enjeux. Après aussi, ce qui est important pour nous, dans la logique d'Abricop et d'ARM, en fait, on a appris à aimer nos clients. En fait, presque, on aime plus nos clients que nos projets. C'est la réflexion qu'on s'est fait. Alors, on a fait une espèce de petit effet slogan. C'est que, en fait, quand on les rencontre, on a des émotions. Enfin, c'est agréable. Et ça, on ne veut pas le perdre. Et la logique, c'est aussi d'apporter du service, c'est-à-dire de se rapprocher d'eux et de pouvoir avoir l'opportunité d'être auprès d'eux pendant le temps du chantier, d'être auprès d'eux pour les décisions et de ne pas subir un peu les distances. Et le fait de se rapprocher comme ça, c'est de créer cette cohésion qui fait le sens pour nous. Aujourd'hui, travailler pour des gens finalement avec qui c'est dur et avec qui on est en tension, on n'en a pas envie, quoi.
C'est effectivement sous la marque en fait du groupe qu'on est en train de développer, c'est donc le groupe Seuil, qui regroupe aujourd'hui ces diverses entités. Donc l'idée c'est de dupliquer cette typologie avec des gens qui vont être ou salariés ou pour une part associés. Voilà, c'est vraiment en fonction des opportunités. Nous, l'idée c'est de ne pas en fait imposer une grille là-dessus, c'est plutôt de partager l'outil et la vision en fait. Et à partir de là, on reste agile pour s'adapter aux situations et puis surtout aussi intégrer ces notions de temps. Comme l'a dit Leslie, à l'occurrence là, notre ancien collaborateur qui démarre à la Réunion va sûrement démarrer en tant que salarié pour lancer le truc, mais voilà, son objectif c'est d'être à un moment donné d'avoir les rênes aussi de ça et d'être associé, et donc voilà, pourquoi pas dupliquer ce dispositif. Mais c'est le groupe Seuil en fait qui sera décliné. Ça à la charge de créer la marque. Pour la promotion, c'est lab réalisation, c'est ça? Exactement. Dans notre petit point aussi pour illustrer jusqu'à quel point on souhaite s'impliquer dans cette question aussi de régénération et de se donner un maximum de moyens d'intervenir dans nos divers métiers. On est sur une démarche aussi de gérer au mieux les ressources et donc notamment d'aller vers une acquisition d'un domaine forestier pour être au plus proche et la sensibilisation de cette gestion de la matière. L'époque qu'on vient de traverser avec ces problématiques de ressources de matière, pénurie, etc., que ça a un impact hallucinant sur le reste de la chaîne de l'acte de construire et pas que. Donc on ne peut pas continuer à subir ces éléments-là. Et encore une fois, on a plein d'idées sur la mixité d'agroforesterie, de gestion durable de la matière, etc. Mais ça ne suffit pas que d'avoir de l'idée. On veut se confronter aux choses. On veut tenter les éléments. Donc voilà, il y a un projet peut-être de lab qui est en train de rentrer, dans lequel il y a une grosse capacité forestière qui existe et qui pourrait nous permettre de tenter cette expérience aussi. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça ce qui est très intéressant, ouais. C'est qu'en fait la mairie ne nous parle que du projet où il y a les constructions qu'on doit réhabiliter. Et en fait nous ce qui nous plaît c'est parce qu'il y a tout le bois qui est énorme en fait, qui fait et où tout le monde finalement essaie de dire non ça n'y pas, vous inquiétez pas, en fait presque ils le mettent sous le tapis. Et puis nous c'est ce qui nous intéresse. Et du coup nous on intéresse aussi les communes pour ça, parce que c'est pas des sujets qu'on rejette, c'est des sujets au contraire qui font sens. Et encore une fois, là c'était très révélateur, c'est-à-dire que lorsqu'effectivement ce même maire nous présente ce projet dont ils ne savent pas quoi faire, puisque c'est un site qui est abandonné depuis des années, qui est immense, c'est plus de 4000 m2 au milieu de ce domaine magnifique. Mais en fait, ils ont en tête un projet purement en bâtiment, et puis quand on est arrivé là-dessus, de suite on l'a inscrit en fait dans un projet d'écosystème, c'est-à-dire qu'on se dit mais vous pouvez ne pas tourner la tête et regarder dans quelle situation vous avez, la chance en fait que vous avez d'avoir ce site-là, parce que derrière du coup on a projeté de suite un écosystème vertueux autour de l'alimentation par exemple, donc d'avoir un restaurant par exemple qui va tourner autour de la matière qui va se retrouver, c'est un pays à champignons plutôt assez rare et somptueux, donc il y a un gros potentiel au-delà de la matière bois en tant que constructif. S'il faut, ça ne sera pas ça qu'on ira chercher, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à générer et maintenir cette forêt naturelle. Mais voilà, donc c'est vraiment ça. C'est à chaque fois qu'on va sur un lieu, ce que disait Audric, l'idée c'est pas de s'inscrire uniquement dans cette opportunité foncière qu'on peut avoir et de créer un bâtiment, mais c'est comment on arrive du coup, nous, avec nos questions qui peuvent déranger, à l'inscrire dans un projet de territoire
tant en termes d'usage qui peut être complémentaire, en termes de gestion d'énergie, en termes donc on parle de copropriété énergétique par exemple, etc. Tout ce qui a du mal vraiment à se lancer, en alimentaire, voilà. Donc voilà, c'est d'embarquer le maximum de gens autour de ça, et ça fait des projets qui font sens, et du coup on n'est plus tout seul à se battre. Et ça rejoint un peu ce que disait Leslie au départ sur ce qui nous a transformé dans l'idée de co-construire. C'est quand les gens de l'extérieur et pas mal de confrères voient ça comme une énorme contrainte. Ils disent « Ah oula, mais je vais y passer des heures, ça va être l'horreur. » Et en fait, ils ne se rendent pas compte de la force que c'est, parce qu'en fait, au lieu d'être tout seul à se battre pour un projet, et souvent les archis, vous avez dû entendre le dire, sont les seuls à se battre pour des projets, parce qu'ils sont à l'origine, ils ont la vision globale du projet, ils ont des intentions qu'ils veulent aller voir jusqu'au bout, et puis il y a plein de barrières. Le client qui, à un moment donné, n'a pas les fonds qui vont bien, les réglementations, le chantier qui dérape, les entreprises qui ne savent pas faire. Et donc, si vous n'avez pas les valeurs vraiment ancrées, etc., vous avez à chaque coin de route, vous avez une opportunité pour aller passer sur un truc, une valeur, etc. Et là, quand vous embarquez forcément des gens, que ce soit le client, le bureau de contrôle, parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec des partenariats très forts et des bureaux de contrôle qui sont là dès le début des projets, donc qui prennent du sens aussi, donc ils ne sont plus là en tant que contrôle, mais en tant que conseil, donc ça change complètement aussi le rôle. Et quand on a un client qui est convaincu de son projet, etc., quand on doit aller, si je prends de nouveau l'exemple d'ARM, lorsqu'on a tous acté que la bonne solution pour ce projet-là, c'était un bâtiment à énergie positive, et du coup, en bois paille, parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix, et en plus biosourcé, etc. À un moment donné, la question a été de dire, mais merde, l'assureur, comment il va m'assurer une chaudronnerie en paille ? Et bien donc, en fait, on est allé chercher l'assureur, il a participé avec un atelier avec nous, il a compris le sens du jeu, et il était à fond, et il était présent le jour de l'inauguration, il était super ravi, il était venu en famille, et donc voilà, il a porté ça. Et ça nous permet aujourd'hui de franchir un tas de barrières, comme l'aspect financier qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. En fait, notre prochaine randonnée amoureuse, ça sera avec les banquiers. On veut les mettre autour de la table, et on veut qu'ils trouvent leur compte. On veut voir avec eux construire quelque chose qui leur parle comme l'assureur pour la paille, où finalement il n'a pas subi, et il a la fierté finalement de pouvoir construire un peu différemment. En fait, c'est pas la construction en elle-même qui va être plus chère, c'est tout ce qu'il y a à côté, les études, les recherches, Alors, aujourd'hui, on est obligé de constater que la construction coûte déjà plus cher. Parce qu'on est forcément dans l'alternative d'une filière qui n'est pas forcément développée pour les matériaux qu'on peut utiliser, parce qu'on fait de l'innovation, même si on fait la plupart du temps appel ou référence à des matériaux plutôt ancestraux ou des modes ancestraux, mais qui sont obligés d'être mis au goût du jour. Par exemple, si je parle de murs en terre crue, il n'y a rien de plus ancien, et pour autant, aujourd'hui, de construire un mur en terre crue, ouais, avec des briques thermiques comme ça, donc ça c'est génial, mais c'est avec les éléments, voilà, la réglementation actuelle, etc., fait que malheureusement, ça coûte plus cher que d'aller chercher. Ça coûte plus cher en coût immédiat, mais en coût global, dès qu'on prend en considération 5, 10, 20, 30 ans, ça coûte moins cher. Ouais. Et donc ça, justement, en étant client, enfin maître d'ouvrage depuis le début, du coup, aujourd'hui, on ne voit plus cette contrainte de coût de travaux. On le voit, nous, ça y est, de nouveau en coût global. C'est-à-dire qu'on avait beau le vendre à nos clients, nous, là, on peut l'appliquer. Et ce que je vous dis, dans un bilan de promotion, le montant des travaux, c'est la plus grosse variable. C'est 40-50%, c'est ça, du coût de travaux, enfin du bilan du promoteur. Donc c'est vrai qu'on comprend pourquoi les promoteurs nous disent « Ah non, mais je peux pas, 1300 balles, on peut pas faire plus », parce qu'effectivement, dès qu'on joue sur ce curseur-là, leurs marges, elles font comme neige au soleil. Donc, et nous, on va forcément construire plus cher au départ, ça c'est sûr. Mais du coup, on ne vend pas plus cher.
Et ça, l'idée, c'est que déjà l'acquisition aujourd'hui est chère, mais on maîtrise pas encore l'idée du marché, donc on espère effectivement être encore plus vertueux avec le temps. Mais à minima, notre objectif, c'est de pouvoir montrer qu'en restant sur le marché aujourd'hui, on arrive à proposer des alternatives. Et on ne croit pas au slogan permanent des promoteurs qui nous disent aujourd'hui le client s'en fout en fait de la qualité, c'est le lieu et le lieu. Voilà. Et nous on n'y croit pas. On n'y croit pas à ça. Et alors c'est évidemment que l'enjeu du site il est important, mais on est persuadé que de proposer des alternatives, ne serait-ce que de typologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Il y a plein de rapports actuels là, sur les logements là, qui ont été publiés sur comment est-ce que sur ces dernières années le logement a évolué. Et c'est assez catastrophique de voir qu'on a perdu en qualité par rapport au logement qu'on construit aux années 50. Sur les surfaces habitables qui ont énormément réduit, sur les hauteurs de sous-plafond, sur les matériaux utilisés. On avait tous du parquet passif dans les appartements. On se retrouve avec des trucs en carton-pâte. Enfin voilà, il y a une dégradation d'énormément d'aspects. De l'autre côté, on a des aspects plus positifs. On n'a pas de passoire, donc on a des bâtiments moins énergivores. On a des dispositifs énergétiques, environnementaux qui ont été un peu plus poussés. Mais on a beaucoup perdu en usage, en rapport avec aussi les espaces extérieurs, la nature, etc. Et donc voilà, ça on le remet au jour. Et pour nous, on n'a pas chez Lab aujourd'hui, on n'a pas un cahier des charges type en disant un T3 c'est 55 mètres carrés ou 65 mètres carrés. Les exemples qu'on a vécu en tant qu'architecte pour Abricop par exemple nous a montré que il n'y a rien de mieux que les futurs acquéreurs pour nous dire en fait ce qu'ils ont besoin. Et on s'est retrouvé avec Abricop à avoir des T2 de 65 mètres carrés et des T2 de 35 mètres carrés. Parce que voilà, c'est plutôt une personne âgée, l'autre c'est plutôt un jeune, donc il anticipe. Enfin, voilà. Donc l'objectif c'est de rester sur cette agilité-là et d'intégrer cette notion d'AMU, donc assistance à maîtrise d'usage, au plus près, même dans le système promotion, pour les intégrer au départ du projet. Donc l'objectif c'est d'avoir un projet agile qui permette de capter les vrais besoins des utilisateurs. Et donc là aussi, ça nous implique à réinventer aussi la manière dont on va chercher en fait ces futurs hackers et à quel moment on va les chercher. Donc tout ça, c'est tous les chantiers qui sont ouverts là-dessus.